Donc, le RECLAC, c'est un organisme qui regroupe une cinquantaine d'organismes communautaires à travers le Québec. On existe depuis 1978. Notre mission, c'est de défendre les droits des locataires. On est un porte-parole politique, donc des intérêts, des droits des locataires vis-à-vis les différents paliers de gouvernement du Québec. On organise, disons, des mobilisations, de l'action collective pour faire avancer les droits des locataires. On produit aussi des outils d'éducation populaire, des études en matière de logement. Donc à la base, là, dans les années 70, il y avait déjà des comités logement qui existaient dans différents quartiers à Montréal, mais à Québec aussi. Puis ils ont décidé de se regrouper ensemble pour avoir une voix politique plus forte. C'est sûr qu'à Montréal, il y a plus de locataires qu'ailleurs qu'au Québec. Là. Il y a quand même 60% de la population qui est locataire. Il y a beaucoup de ménages à faible revenu. Il y a beaucoup de quartiers défavorisés, ce qu'il y a moins à l'extérieur de Montréal. Dans le reste du Québec, là, la population locataire est environ de 40%. Donc c'est sûr que les problèmes sont différents, les enjeux sont différents aussi. Il y a beaucoup plus d'insalubrité dans la région montréalaise. Environ le tiers des logements montréalais qui ont au moins un problème de salubrité. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup plus d'immigration aussi. Donc c'est sûr que les enjeux sont différents. La population est aussi plus difficile à rejoindre qu'ailleurs. Donc c'est une situation particulière. Il y a beaucoup plus de grands promoteurs immobiliers, aussi des spéculateurs qui s'accaparent le marché locatif, ce qu'on voit moins dans les autres régions du Québec. Donc c'est sûr que c'est un contexte particulier qui demande des actions différentes. Le contexte est aussi différent en matière d'action collective, parce qu'il y a beaucoup de comités logements à Montréal. Il y a environ une vingtaine d'organisations communautaires qui sont vouées à la défense des droits des locataires, ce qui est quand même particulier. C'est plus de la moitié des comités logements du Québec qui sont dans la région montréalaise. Donc il y a une force de frappe aussi plus grande à ce niveau-là. La Ville de Montréal et les autres municipalités ont des pouvoirs en matière de l'habitation, notamment en termes de zonage. Donc, ils peuvent zoner pour protéger des logements locatifs, pour interdire les plateformes comme Airbnb, par exemple. Et malheureusement, le gros des pouvoirs est à Québec. Montréal, depuis l'élection de Projet Montréal, a plus d'ambition en matière de logement. C'est la première fois qu'on voyait autant de revendications que nous-mêmes on portait, qui n'ont pas tous été évidemment mis de l'avant pour des raisons électoralistes. Mais la Ville de Montréal manque encore de pouvoir. Par exemple, si on voulait créer un registre des loyers à Montréal, on nous dit que Montréal n'a pas les pouvoirs de le faire. On n'est pas certain de la véracité de tout ça, mais il manque encore beaucoup de pouvoir pour s'attaquer aux propriétaires immobiliers, pour contrer les évictions. C'est encore le gouvernement du Québec qui a vraiment le gros des pouvoirs à ce niveau-là. C'est sûr qu'au niveau de Montréal, la question de la discrimination au logement est omniprésente. Il y a beaucoup de gens qui se font discriminés. On pense souvent aux familles avec des enfants, mais à Montréal, il y a beaucoup d'immigration, beaucoup de réfugiés, donc ils se font énormément discriminer, même si c'est illégal. Malheureusement, c'est vraiment un problème criant. Beaucoup de propriétaires ne se gênent pas pour refuser ces locataires-là, pour leur refuser des logements. Les locataires ne vont pas les poursuivre à la Commission des droits de la personne, c'est périlleux. Leur priorité, c'est de se trouver un logement, évidemment. Le problème de la salubrité est aussi vraiment majeur. Puis là, la Ville de Montréal a les pouvoirs nécessaires pour agir. Puis selon nous, ils n'agissent pas à la hauteur de leurs moyens. Ils pourraient sévir beaucoup plus contre les propriétaires qui délaissent leur logement, qui les louent comme des taudis, puis qui savent qu'ils vont pouvoir les louer facilement parce qu'il y a toujours des gens qui sont désespérés, qui cherchent des logements. Encore là, c'est beaucoup des populations vulnérables, dont des immigrants, qui vont finalement louer ces logements-là. Puis la Ville a une bonne réglementation, mais ils ne vont pas sévir assez en émettant des amendes, par exemple, ou en forçant les propriétaires à faire les travaux. Ils ont ces pouvoirs-là, mais ils ne les utilisent pas suffisamment, selon nous. C'est sûr qu'il faut y aller sur tous les fronts. Manifestations, faire des occupations de bureaux si nécessaire, des campagnes de lettres. Puis ce qui marche beaucoup, ce qui influence beaucoup les politiciens, les politiciennes, c'est souvent d'aller dans les médias, de sortir avec des cas qui vont montrer, dévoiler au grand jour finalement les situations assez désastreuses de logement que vivent beaucoup de locataires. Ça choque beaucoup la classe politique. C'est un moyen d'action à privilégier, à combiner évidemment avec la mobilisation, l'action collective, pour montrer qu'il y a des gens, il y a un mouvement derrière ces revendications-là, puis que la classe politique doit agir pour faire cesser ces choses-là. Nous, les comités de logement compilent les données sur les évictions, les reprises de logement chaque année. Puis cette année, en 2020, on a noté
plus du double du nombre d'évictions à travers le Québec, mais la majorité sont à Montréal. On avait 300 en 2019, on avait 600 tentatives d'éviction, que des locataires ont visité des comités logements parce qu'ils avaient peur d'être évincés. Donc c'est plus du double. Donc on note vraiment une recrudescence importante du nombre de locataires victimes d'éviction. Puis ça, quand on est en pénurie, en crise du logement, on voit toujours ces tendances-là. Les propriétaires en profitent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir augmenter de manière importante le loyer. Puis de plus en plus, il y a des spéculateurs, des requins de l'immobilier qui s'accaparent le milieu locatif, puis ils vont faire des rénovictions, donc ils vont viser des logements en moins bon état, ils vont tenter d'évincer tout le monde en leur faisant signer des résiliations de bail, puis ensuite ils vont vouloir augmenter le loyer très rapidement. Donc ça, c'est le contexte actuel, il y a vraiment une augmentation importante. On est vraiment dans un climat là, vraiment assez désastreux pour les locataires. Il y a beaucoup d'évictions, beaucoup de hausses de loyers abusifs qui sont effectuées. C'est pour ça qu'on demande à tous les paliers du gouvernement d'agir à ce niveau-là. À Montréal, on pourrait refuser d'émettre des permis de travaux qui mènent à des évictions, par exemple. On pourrait dire, bien, on n'émet jamais de travaux, de permis quand ça va mener à des évictions. Puis si les propriétaires avaient dit ben, il n'y aura pas d'éviction, finalement il y en a, ben, on devrait punir sévèrement avec des dommages punitifs ces propriétaires-là qui ont fait des évictions illégales, finalement, qui n'étaient pas permis quand on a fait les demandes de permis. Puis au niveau provincial, il faut vraiment revoir diverses mesures, notamment le Code civil qui est beaucoup trop lousse sur ce qu'on peut faire en matière d'éviction. On peut évincer pour agrandir ou subdiviser un logement. Selon nous, ça devrait être illégal. On ne devrait pas pouvoir évincer des locataires sous ce prétexte-là. On peut faire des reprises de logement pour notre famille, ce qui est quand même beaucoup utilisé, mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est pas ça qui arrive, finalement. C'est un prétexte. Donc, on va prétexter qu'on reprend le logement pour sa famille, puis finalement, le logement se retrouve sur les plateformes à louer quelques mois plus tard avec le loyer qui a doublé ou qui a triplé. Donc, il y a vraiment là, des actions qui peuvent être faites rapidement. Puis, le nerf de la guerre en matière d'éviction, c'est que les propriétaires veulent augmenter le loyer rapidement. T'sais. Fait que si on avait un réel contrôle des loyers, avec un registre des loyers, on viendrait vraiment limiter une grande partie des évictions parce qu'on viendrait limiter l'objectif derrière ces tactiques-là, finalement, qui est d'augmenter le loyer. Ça serait beaucoup moins rentable d'évincer les locataires, finalement. Donc, on faudrait limiter tout ça. Puis je pense qu'il faut s'attaquer aussi de plus en plus à toute la spéculation immobilière. C'est pas normal que les prix de l'immobilier grimpent de 15-20 % par année. C'est sûr que si on laisse ça continuer, les propriétaires vont toujours vouloir se venger sur les locataires en les évinçant pour augmenter le loyer par la suite. Donc, il faut régler aussi le problème à la source, de limiter cette spéculation-là puis l'augmentation trop rapide des prix de l'immobilier et pour limiter l'inflation des loyers qui suivent par la suite. Là. Le parc extension, c'est assez particulier parce qu'il y a quelques années, moi quand je suis arrivé au Reclac il y a 5-6 ans, parc extension, on ne parlait pas d'éviction, on ne parlait pas d'hausse de loyer, on parlait de salubrité puis de discrimination. C'était les enjeux qui étaient sur la carte là, à cette époque-là. Puis avec l'arrivée du campus 1000 de l'UDM, la gentrification s'est faite tellement rapidement dans ce quartier-là. La face du quartier a changé. Le comité d'action de parc extension, qui est le comité logement là-bas, a dû revoir ses pratiques parce que maintenant, de faire face à des évictions, ce qui n'était pas habitué depuis longtemps. Donc, c'est vraiment particulier là, ce qui se passe là-bas parce que c'est rare qu'on voit un quartier changer aussi rapidement puis les pratiques des propriétaires changer aussi rapidement. Puis, je pense que ce qui se passe à parc extension va arriver aussi à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges, à Antique-Cartierville.